Donc je pense que les sites ne sont pas prêts de disparaître. Il y aura toujours un enjeu de branding fort vis-à-vis des utilisateurs humains. Par contre, effectivement, on aura de plus en plus un enjeu de se rendre incontournable auprès des agents pour qu'ils sélectionnent vous plutôt que vos concurrents. Erwan en parle. Erwan en parle. Avec. C'est qui Erwan? Il a pas dit ça. Si. Mais non. C'est qui l'invité d'ailleurs? Erwan En parle. en parle. Avec. Bonjour à tous, nouvel épisode d'Erwan en parle avec, et aujourd'hui j'en parle avec Lionel Cherpin. Je voulais parler d'un sujet avec toi parce que je vois beaucoup de choses passer et beaucoup de choses contradictoires. Tu tombes sur des posts qui disent il y a encore du clic sur les sites, Google est encore clé, arrêtez votre bullshit sur le GEO, et inversement plein de contenus qui disent c'est terminé les sites. Il y a quoi dans ta boule de cristal empirique aujourd'hui? L'audience de Google ne s'est pas écroulée depuis l'émergence de ChatGPT, de Claude. Pas du tout. On n'a pas moins de trafic qui arrive depuis Google. Pourquoi ? Parce que l'IA a aussi créé des nouveaux usages, des nouveaux besoins. Donc finalement, on utilise plus encore les outils de recherche qu'avant. Et on va aussi switcher entre ChatGPT et Google, faire une recherche peut-être très informationnelle au démarrage. Par exemple, demander à ChatGPT je pars en vacances cet été en Toscane en famille, fais-moi un itinéraire. Et puis une fois que ChatGPT nous a donné ces informations, on va aller peut-être un peu plus loin dans la recherche sur Google et puis réserver directement. On a de plus en plus de recherches qui n'aboutissent pas à des clics. Alors c'est clairement le cas sur les LLM, parce que quand on fait une recherche sur un LLM, finalement, on pose une question, le LLM nous fournit la réponse. Et c'est la même logique sur Google. Alors, c'est une logique qui est là déjà depuis plusieurs années. Moi, je travaillais, c'est très vieux, ça va faire peut-être 15 ans, pour un site de météo. Et puis, du jour au lendemain, quand vous tapez météo Lyon, vous avez Google qui a affiché son widget directement. Alors, je ne vous raconte pas l'audience du site du jour au lendemain qui se prend moins 80%. Donc, ces recherches sans clic, elles sont déjà existantes dans Google depuis plusieurs années. On a les résultats AI Overviews, donc des blocs de résultats IA qui apparaissent dans la page de résultats de Google quand on fait certaines recherches. Pas toutes les recherches, mais certaines recherches et souvent des recherches informationnelles. Comment monter une vidéo avec Premiere, par exemple. Et donc là, on va avoir directement les résultats IA qui remontent dans Google. Et effectivement, quand il y a des résultats IA Overviews, on peut constater une chute totale sur des recherches qui sont informationnelles. Je pose une question, j'ai ma réponse, je ne suis pas tenté d'aller sur les sites. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si l'audience de votre site dépend beaucoup de requêtes informationnelles, il y a un risque important. Mais il y a quand même tout un tas de requêtes qui sont plus importantes pour les sites, notamment sur des sites e-commerce. Quand je vais taper achat jean ou achat chaussures, ensuite je vais aller sur des sites pour consulter l'offre et aboutir à la conversion. Donc pour l'instant, sur ces recherches transactionnelles, il n'y a pas de baisse d'audience, mais effectivement, il y a une tendance de fond à avoir moins d'audience sur les sites parce que les recherches informationnelles, elles vont être captées par les LLM ou par Google qui va afficher ces résultats directement dans AI Overview. Par contre, effectivement, dans une vision de long terme, on se dit, finalement, demain, ça sera un agent qui fera aussi la navigation sur le site et puis qui fera la conversion directement. C'est déjà en partie possible. La question, c'est le degré d'adoption des gens par rapport à ce type de comportement. Je pense que dans certains cas, on sera très content de déléguer à la machine certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, j'ai un problème avec ma poignée de porte. On va déléguer à l'agent IA, vas-y, trouve-moi 3 artisans à Lyon qui ont de très bons avis Google, interroge-les, demande-leur un devis. Est-ce qu'on aura envie de déléguer l'organisation de ses prochaines vacances à l'IA ? Peut-être pour certains, oui. Moi, personnellement, j'adore faire ça. Pour moi, ça fait partie de l'expérience même des vacances. Je ne le ferai jamais déléguer à l'IA. Donc, tout dépendra finalement des secteurs. Donc, je pense que les sites ne sont pas prêts de disparaître. Il y aura toujours un enjeu de branding fort vis-à-vis des utilisateurs humains. Par contre, effectivement, on aura de plus en plus un enjeu de se rendre incontournable auprès des agents pour qu'ils sélectionnent vous plutôt que vos concurrents. Dans le GEO, aujourd'hui, il y a la question comment on remonte dans les résultats. Je vois beaucoup passer de méthodes miracles où il faut taper GEO en commentaire.
je ne l'ai pas encore fait, parce que je trouve que tu as vraiment d'un con quand tu fais ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des vraies méthodes pour remonter sur ChatGPT dans les résultats, ou est-ce que vous n'avez pas encore assez de recul? Il y a aujourd'hui un problème, c'est qu'il y a beaucoup de benchmarks qui sont faits aux États-Unis. Et aux États-Unis, Reddit est très très actif. Et donc, du coup, quand on regarde les sources les plus citées dans les LLM, on voit Reddit remonter. Et donc, par capillarité, on s'est dit, faut faire du Reddit en France. Sauf qu'en fait, Reddit, je connais pas grand monde qui est très actif quotidiennement sur Reddit. Et même aux États-Unis, dans certains secteurs d'activité, Reddit ne fait pas de sens. Voilà. Même chose aussi avec les relations presse, qui sembleraient être... qui revivent... Les agences TRP, là, qui revivent une seconde jeunesse, parce clair. que visiblement, ça serait aussi une des recettes miracles d'apparition dans LLM. Pour moi, les relations presse restent un levier incontournable, mais on le fait de toute façon avant tout pour permettre aux entreprises de partager des points de vue, de partager des nouveautés, des informations. Et on ne le fait pas dans une optique d'apparition dans le GEO. Moi, je le fais pour partager sur le WhatsApp famille, en disant, regardez, je suis... La vraie bonne recette, c'est une recette empirique, avec une recette empirique, comme par hasard. Avec de la data, sans mauvais jeu de mots. Et tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est, sur les mots-clés ou les prompts qui nous intéressent, c'est d'analyser quels sont les sites qui sont les plus visibles. Et à partir de là, on construit sa stratégie. Et la stratégie de présence dans les LLM, elle reste pour moi une stratégie de bon sens qui se rapproche des grands fondamentaux de visibilité organique et SEO. C'est le contenu qu'on propose sur son site, c'est le contenu earned, c'est ses retombées presse, c'est les citations dans les médias, dans des réseaux sociaux. Voilà. Après... La vidéo. J'allais y venir. YouTube semble être très, très plébiscité par Google. Alors, quelque part, c'est logique parce que Google va valoriser ses propres services. Et aussi, sur YouTube, on a beaucoup de contenu tuto informationnel. Et on sait que ce type de recherche déclenche forcément les résultats AI Overviews. Et comme il y a beaucoup de contenu informationnel sur YouTube, de fait, ça va pas mal remonter. Donc effectivement, la vidéo, c'est déjà un levier de visibilité fort. On avait fait un webinar ensemble pour le démontrer et toujours accessible en replay sur le site d'Empirique, pour ceux que ça intéresse. Mais effectivement, avec l'IA, peut-être qu'il y a encore un enjeu encore plus fort de faire des vidéos pour développer sa visibilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi cette petite merveille? J'ai écrit un premier ouvrage pour les éditions Hachette, un ouvrage sur le marketing digital. Et ensuite, Hachette m'a proposé la rédaction d'un autre livre sur l'IA appliquée au marketing. Comme les deux dates de livraison des livres étaient assez proches, je ne me sentais pas d'écrire le deuxième livre tout seul, d'autant plus que je n'avais pas non plus... toutes les compétences pour écrire sur l'ensemble des cas d'application de l'IA appliquée au marketing. Et donc, naturellement, je t'ai contacté en disant, viens, on peut coécrire un bouquin ensemble sur l'IA. Et voilà, j'ai trouvé que de le faire aussi à deux était un projet sympa. Ce livre, il s'adresse plutôt aux petites entreprises qui ont des petits services de communication, éventuellement les petites ETI qui sont en phase de développement. Qui se posent des questions à la fois sur tout l'aspect création de contenu, comment l'IA peut aider à la création de contenu et aussi à la médiatisation. L'ambition, c'était surtout en premier de montrer le champ des possibles, que l'IA, c'est pas que du contenu texte, par exemple, c'est pas que faire un contenu pour les réseaux sociaux, pour les mails, c'est aussi la vidéo, évidemment, l'image, le son, et ça, c'est ce que tu as démontré avec brio sur tes chapitres. Et le deuxième objectif, c'était surtout de permettre aux entreprises d'acquérir les réflexes, la méthodologie pour bien aborder un projet IA, parce qu'un projet IA, c'est
c'est surtout quelque chose qui doit accompagner la transformation des entreprises. Donc, il faut être capable de l'aborder avec méthode, de connaître les opportunités, mais aussi les risques et les limites. Il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça, en termes techniques, en termes de respect de la vie privée. Et donc, c'est l'ambition de ce livre, c'est d'avoir quelque part une méthode et une approche qui soit intemporelle, indépendamment des évolutions technologiques qui vont forcément très vite sur ce domaine. Tu arrives à quantifier aujourd'hui la part que prend l'IA au quotidien chez Empiric ? Alors, je ne sais pas la quantifier et c'est un peu un problème. Et j'avoue que là, c'est un sujet qui commence un peu à émerger en termes de réflexion. J'ai vu hier un post LinkedIn, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais commenté, où il y a une personne qui faisait le parallèle entre aujourd'hui l'usage de l'IA et finalement l'usage du pétrole et de la voiture dans les années 60, où finalement on pouvait avoir des voitures qui faisaient du 15 litres au 100, on pouvait amener... on était dans l'époque du tout-voiture, à Lyon, avec Louis Pradel, l'a bien connu, avec Fourvière, avec les berges qui étaient aménagées en parking. Voilà. Et on n'avait pas du tout de notion ou de prise de conscience sur les conséquences. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est peut-être un peu là avec l'IA, chez Empiric, mais comme dans beaucoup d'entreprises. Il faut quand même avoir conscience des enjeux, alors des coûts aussi financiers, parce que l'air de rien, quand on met bout à bout les abonnements aux différents outils, chez Empiric, ça commence à... T'as un suivi de ça ? Représenter Vous un peu... dépensez combien par an ? Moi, je sais que tu as fait les calculs. Moi, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, on est à peu près entre toutes les licences, entre 10 et 15 000 euros par an. Puis il y a aussi un impact écologique qu'on ne visualise pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mandaté cette semaine mon directeur technique pour qu'il nous fasse un outil qui nous permet d'estimer, enfin d'avoir une idée de notre impact carbone dans l'usage de l'IA quotidien. Pour qu'on puisse matérialiser aussi ce que ça représente quand on utilise ChatGPT ou Gemini ou Claude pour générer une présentation, qu'on puisse avoir conscience de ce que ça coûte à la planète. Et c'est logique dans l'émergence d'une nouvelle technologie aussi dingue que l'IA. On est un petit peu dans un usage clairement qui n'est pas raisonné et qui n'est pas viable sur le long terme. Si vous n'y connaissez rien en IA, c'est un bon point de démarrage. Et on le trouve à la FNAC et Cultura. Et Cultura et les relais et sur le site d'Hachette. Et sur Amazon aussi. Ouais. 5,95 €. 5,95 €. Allez, et coupez.